Un grand bonjour à toutes et à tous et bon week-end bien sûr. On est ravis de vous retrouver à la fois sur BFM Business, Radio Télé et sur 01 TV pour votre nouveau numéro de En route pour demain. On parle nouvelle mobilité, vous le savez, et c'est avec Pauline Ducamp. Bonjour Pauline. Bonjour François, bonjour à tous. On y va pour le sommaire de ce nouveau numéro. On va commencer d'abord par parler train. Le TGV ne sera bientôt plus le seul train à grande vitesse. La concurrence arrive. Olivier Chiche-Portiche nous décrypte cette petite révolution. C'est vrai que c'est une belle révolution. Et puis, je sais Pauline que tu rêves de conduire un truck 100% électrique. Eh bien, on va découvrir Volta Trucks tout à l'heure. Un camion 100% électrique, justement. Et on reste dans l'électrique, mais cette fois-ci, côté automobile, ce n'est pas une Tesla, c'est une Cupra, une petite sportive électrique. Et c'est l'essai de la semaine avec, bien sûr, Julien Bonnet. Voilà, comme chaque week-end, vous le savez, on est là, en route pour demain sur BFM TV, sur BFM Business, pardon, et 01 TV. C'est parti. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. En tout cas, merci d'être là chaque semaine. Un rendez-vous, encore une fois, vous allez voir, hyper chargé, avec beaucoup de sujets, car, vous le savez, chaque semaine, on trace avec vous toutes les nouveautés en matière de nouvelle mobilité. Croyez-moi, il y en a quand même beaucoup. On va attaquer justement avec le TGV qu'on connaît depuis très longtemps. 40 ans, il a fêté son 40e anniversaire cette année. Et ça va évoluer puisque, voilà, on va pouvoir avoir de nouveaux opérateurs de train. Pauline. Effectivement, il ne sera plus tout seul sur les routes. Bientôt, on aura d'ici quelques mois un train italien qui va rouler sur la très célèbre ligne Paris-Lyon, une ligne cruciale pour la SNCF. Olivier Chiche-Portiche, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Tu es journaliste pour BFM Business, c'est justement les transports et notamment le ferroviaire, c'est ta spécialité. Alors, ce train italien, c'est quelle compagnie? Et puis surtout, est-ce que la SNCF va contre-attaquer? Alors oui, c'est vrai que c'est un peu historique. C'est la première fois qu'en France va rouler un train, un TGV en tout cas, concurrent de la SNCF. Et donc, c'est l'opérateur national italien qui s'appelle Trenitalia qui va lancer donc son TGV en France sur cette ligne Paris-Lyon, mais qui va pousser également jusqu'à Turin et Milan. On ne connaît pas encore la date de ce lancement, mais en tout cas, ça se prépare grandement puisque les TGV de cette compagnie sont déjà en France. Ils roulent à blanc, c'est-à-dire sans passagers. Et on table un peu, enfin en tout cas, les rumeurs disent que ça serait un lancement à la fin de l'année, voire en tout début d'année prochaine. Bon alors Olivier, pourquoi cet axe justement? Alors pourquoi cet axe? Tout simplement parce que c'est l'axe le plus emprunté en France et même en Europe, puisqu'il y a 45 millions de passagers qui l'ont emprunté en France, sur cette ligne en 2017. Et puis c'est aussi le plus rentable. Il n'y a pas photo. Pour la SNCF, c'est l'axe le plus rentable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il est très emprunté par des voyageurs professionnels, des salariés nomades, du B2B. Et en fait, il faut savoir, et c'est vrai que c'est un chiffre qu'on ne connaît pas beaucoup, mais si les pros représentent 20% du trafic, c'est 40% du chiffre d'affaires de la SNCF. Oui, donc c'est extrêmement important d'être présent sur cette ligne-là en particulier. C'est extrêmement important et c'est bien pour ça que Trenitalia a bien décidé de choisir en priorité cet axe et pas, Paris-Cherbourg ou Paris-Toulouse. C'est bien Paris-Lyon. Et d'ailleurs, cette cible pro, Trenitalia a bien décidé de la chouchouter parce que les TGV italiens, ces TGV-là, ont 3 classes. Deuxième classe, première classe et puis une classe dite premium qui est justement dédiée à ces passagers, on va dire, professionnels. Alors je me doute que la SNCF ne va pas se laisser manger la laine sur le dos comme ça et va forcément essayer de réagir. Non, alors on va dire que ça fait vraiment déjà plusieurs années que la SNCF est sur le coup, comme on dit, et qui prépare cette arrivée de la concurrence qui est ouverte effectivement depuis en fait décembre 2020. Et elle l'a fait savoir, sans embâche, elle fera tout pour étouffer son concurrent et rester le premier sur ce créneau. Alors comment elle fait? Il y a 2 axes, 2 jambes en fait. D'un côté, elle a énormément musclé son agressivité tarifaire avec l'offre low cost Ouigo que tout le monde connaît sur la ligne Paris-Lyon pour les voyageurs classiques, donc avec des tarifs très bas. Et puis de l'autre, elle a également considérablement renforcé son offre auprès des pros avec une montée en gamme sur le Paris-Lyon. Ça se traduit comment cette montée en gamme? C'est une nouvelle classe, comme par hasard, qui va s'appeler Business Première, qui va être donc dédiée à ces professionnels ou à ceux qui le veulent d'ailleurs. Plus confortable, plus équipé, avec tout un tas de services et d'avantages pour cette population, comme le fait d'avoir un accueil privilégié, de pouvoir changer ses billets très facilement, d'avoir un repas à sa place offert, d'avoir aussi beaucoup de services comme ça à bord. Et en fait, c'est simple, pour la SNCF,
c'est se rapprocher finalement de la classe business des avions que les hommes d'affaires connaissent bien. Un peu comme le Thalys qu'on connaît à Bruxelles, qui en première classe offre justement pour les pros, ou l'Eurostar, oui, beaucoup justement de services à bord. Voilà, c'est ça, c'est vraiment dupliquer ce modèle business pour cet axe Paris-Lyon et attirer cette clientèle. Et puis il y a un deuxième point où la SNCF va taper très fort, hein, en tout cas pour le moment, c'est la fréquence, c'est-à-dire que le nombre de trains tout simplement disponibles par jour. Quand Trenitalia, pour l'instant, prenait 2 rotations, c'est-à-dire 2 allers-retours par jour, la SNCF, c'est 22. Oui, donc là, il n'y a pas photo quand même. Voilà, la SNCF a vraiment installé une navette, hein, toutes les heures de départ vers Lyon. Voilà. Exactement, on rejoint un petit peu le modèle des avions, hein, tout à fait. Se succèdent tout au long de la journée. Au final, Olivier, parce que c'est l'action qu'on peut se poser, est-ce que Trenitalia a une chance de s'imposer finalement ? Ça va être compliqué pour eux, même si pour l'instant on ne connaît pas les contours de l'offre. Donc on ne connaît pas les tarifs, on ne connaît pas encore vraiment le fond de l'offre. Et le tarif, ça va être quand même un élément différenciant sans doute. Évidemment, ils seront obligés de à la fois s'aligner sur du très agressif pour contrer Ouigo, et à la fois proposer quelque chose un peu de différenciant sur la classe haut de gamme. Pour l'instant, on ne connaît pas tout ça, mais entre l'agressivité de la SNCF d'un côté, sa fréquence de train, ses tarifs agressifs, l'espace concurrentiel est quand même assez réduit pour Trenitalia. Et c'est vrai qu'on s'en souvient peut-être pas beaucoup, mais Trenitalia était déjà présent en France sur le marché, cette fois-ci, des trains classiques, des trains Corail, sur la ligne Marseille-Milan. Ils ont tenté le coup pendant 7 ans et ils ont fini par jeter l'éponge. Ils ont jeté l'éponge. Ouais, c'est pas facile. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui vont arriver justement sur ce segment du train à grande vitesse ? Ouais, la grande vitesse française, hein, ça attire les convoitises, hein, parce qu'encore une fois, il y a des axes qui sont très rentables et très fréquentés. Renfe, qui est l'opérateur historique espagnol, hein, la SNCF espagnole, a également pris position, a déclaré que la France était hyper stratégique pour elle, a commencé à travailler en ouvrant une sorte de bureau à Paris pour préparer tout ça, mais ils sont beaucoup plus en retard que Trenitalia. Faut savoir que pour l'instant, ils en sont un peu vraiment qu'au début, que se lancer sur ce marché, ça demande beaucoup d'autorisation, de sécurité administrative. Donc on n'a aucun calendrier et aucune offre pour l'instant, seulement, on va dire, un intérêt pour cette ligne. Donc on se retrouvera dans les prochains mois pour suivre la suite des aventures notamment de Renfe et des différents concurrents qui peut-être vont arriver face à la SNCF. Avec au moins 2 concurrents en tout cas à terme. Voilà. On compte surtout Olivier pour tester la Premium Business Class Plus, affaire Business Plus Premium. J'en rêve. Voilà. Et tu nous raconteras tout ça. Ce sera un essai, mais un essai train. Voilà, assis confortablement. Merci. Merci beaucoup Olivier Chiche-Portiche. Et on enchaîne cette fois-ci avec un camion, mais un camion pas comme les autres qu'on va découvrir dans un instant. Un camion électrique, François. Et oui, avec notre invité. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et Pauline, nous accueillons donc Carla Detrieux maintenant de Voltatrucks. Bonjour Carla. Bonjour Carla. Bienvenue. Merci à vous. Donc le camion, il vit aussi sa révolution, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup ici sur ce plateau de la révolution de la voiture électrique, la voiture individuelle, mais le camion lui aussi veut devenir électrique et va devoir s'électrifier s'il veut respecter toutes les différentes normes environnementales qui sont en train de se mettre en vigueur. C'est le but de Voltatrucks, vous ne faites que du camion électrique. Alors vous êtes une toute jeune société, hein, vous avez été créée il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, seulement 2 ans d'existence, avec une très très belle traction commerciale, mais en effet on est très jeune. On affronte, on va dire, des marques historiques avec beaucoup d'inertie et on arrive avec beaucoup d'agilité et une solution extrêmement disruptive. Alors justement, Carla, le premier modèle, c'est le Volta Zero, c'est ça ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce camion et surtout à qui il est aujourd'hui destiné ? Bien sûr, donc c'est un camion qui est 100% électrique, un 16 tonnes qui est dédié à la distribution urbaine, avec des solutions et en réfrigéré et en ambiant, donc on peut adresser différentes verticales de marché. Donc distribution 100% urbaine avec une autonomie qui est dimensionnée exactement pour cet usage. Et du coup, une autonomie, c'est quoi ? C'est 100 km, 200 km pour que ce soit efficace ? 200 km par recharge avec des solutions de charge rapide. Donc on peut en effet avoir plus de flexibilité. C'est vrai que 200 km, ça suffit, non ? Pour un livreur en une journée, j'ai aucune idée du nombre de kilomètres que peut parcourir un livreur aujourd'hui. C'est assez différent. C'est vrai que c'est des tournées qui sont très cadrées, qui sont récurrentes. Et aujourd'hui, on va dire les moyennes, c'est entre 80 et 120, 150 km par jour. Donc encore une fois, c'est vraiment dimensionné pour cet usage-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi la sélection. On a sélectionné la technologie électrique, puisqu'elle est prête aujourd'hui pour ces autonomies.
Oui, parce que c'est vrai que sur ce plateau, on a beaucoup parlé notamment d'hydrogène et d'hydrogène pour le transport, où finalement on a beaucoup d'invités qui nous ont expliqué que l'hydrogène c'était la bonne solution. Vous arrivez avec des batteries, c'est plus adapté, parce qu'on pense souvent batterie, c'est lourd, c'est cher aussi par rapport à. Et est-ce que vous avez vous-même réfléchi à l'hydrogène aussi ? On a forcément évalué toutes les solutions disponibles. Celle qui est la plus disponible aujourd'hui et pour demain, c'est les batteries électriques. Après, nous, on est parti d'une feuille blanche, réellement, donc c'est vrai qu'on peut parler de poids. On a retiré 90% des pièces détachées et mécaniques par rapport à des 16 tonnes ou des poids lourds équivalents. Donc on arrive à récupérer une très bonne, on parle de charge utile, en réalité c'est la possibilité de chargement. Et on a une conception, encore une fois, qui est pensée tout autour de l'électrique, vraiment en optimisant l'espace et sans moteur à combustion interne à l'avant du véhicule. On a une liberté quasi totale du design de la cabine, qui est en réalité un peu la star, puisque ça adresse forcément l'aspect zone à faible émission, mais surtout l'aspect sécurité et l'acceptation en fait, des poids lourds dans les centres-villes, qui est aujourd'hui un des débats pour les villes. Oui, parce qu'on parle souvent du bruit, mais c'est vrai que l'électrique va régler, de la pollution que l'électrique doit aussi régler. Mais c'est vrai qu'on parle souvent, notamment pour les cyclistes, de tout ce qui est danger et puis de la place que prend le camion. Là, avec ce nouveau véhicule, vous allez aussi adresser ces thématiques-là ? Oui, pour illustrer ce que vous dites, on a justement le Transport for London, TfL, qui a sorti une étude qui dit que les poids lourds représentent seulement 4% du trafic, mais qui sont responsables de 78% des accidents mortels avec les cyclistes. Donc ça s'explique par beaucoup de choses, notamment la conception traditionnelle du véhicule. On a beaucoup de points morts, d'angles morts, pardon. Oui, d'angles morts, oui. On a très peu de visibilité directe. Et justement, en abaissant la cabine, en ayant une vision à 220 degrés, vraiment à 1,80 m, on peut créer cet eye contact avec les utilisateurs. Là, vous avez réduit les angles morts avec votre camion, c'est ça ? Complètement. On a optimisé avec des grandes vitres. On a une série de caméras, de capteurs aussi qui optimisent, donc pour avoir une vue à 360. Et le point le plus disruptif et le plus important, c'est le fait qu'on ait une conduite centrale. Donc d'un point de vue économique, on n'a plus qu'une seule chaîne de production. Et qu'on soit à Paris ou à Londres, les conducteurs n'aient plus à sortir dans les pistes cyclables ou dans les lignes de trafic, sinon directement du côté du pavé. On peut choisir à droite ou à gauche pour éviter et sortir du bon côté. Alors on vient de le voir sur la petite vidéo à quoi ressemble ce Volta Zero. Il a l'air tout mignon. C'est un gros mammouth quand même. Hein. C'est un vrai poids lourd. C'est un vrai poids lourd. Mais... C'est la première étape. Est-ce que vous imaginez déjà d'autres modèles chez Volta Trucks ? Tout à fait. Donc sur la roadmap, on a en réalité à horizon 2025 4 véhicules disponibles, du 7 tonnes 5 au 19 tonnes. Vous savez, 7 tonnes 5, 12 tonnes, 16, celui qu'on a aujourd'hui, et le 18 tonnes qui est la prochaine série qu'on lancera déjà l'année prochaine. Toujours pour la livraison, le dernier kilomètre. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais disons. Distribution urbaine. Voilà, c'est plutôt pour des camions de livraison urbaine, on est d'accord. Hein. Tout à fait, on a un usage aussi intéressant. On a des clients qui utiliseront le véhicule Volta Zero comme un hub logistique. On en parle de plus en plus, où en réalité vous faites ensuite le dispatch avec des vélos ou des scooters. Au lieu d'avoir du foncier, du real estate, en réalité c'est des Volta Zero qui feront le tour de Paris. Et justement, on aura d'autres mobilités qui viendront et qui feront le dernier kilomètre. Mais alors, qui vous visez là ? Quels vont être vos clients ou quels sont vos clients aujourd'hui ? C'est les collectivités ? C'est les grandes entreprises de logistique ? Qui fait appel à vous ? Tout type d'acteurs, en réalité, grand, petit, public ou privé. Et c'est une possibilité d'adresser justement tout le secteur, parce qu'en fait, on est aussi disruptif sur le business model. On a une offre qui s'appelle Truck as a Service et qui consiste à proposer le véhicule et tous les actifs et les services qui gravitent autour du véhicule électrique. Donc on parle toujours d'infrastructures de recharge, de fourniture d'énergie, d'assurance, etc. Le but, c'est d'avoir une seule interface client, une seule facturation sous forme de mensualité. Et en réalité, ça annule en fait toutes les anxiétés liées à la possession de l'actif et la notion de CAPEX qui intrigue quand même les transporteurs. Quand on voit l'explosion du prix du carburant aussi, vous arrivez à point nommé, non ? En réalité, on arrive à un TCO, un Total Cost of Ownership, au coût d'opération qui est équivalent et très compétitif. On n'inclut pas tout ce qui est subvention de l'État, mais encore une fois, là, on passe dessous. Donc d'un point de vue réellement économique, c'est extrêmement compétitif. Et en réalité, on a beaucoup de clients qui sont dans des phases où leurs clients leur demandent absolument des flottes qui sont alternatives. Donc ça devient un critère de sélection pour avoir aujourd'hui du business. Là, j'avais une petite question.
quand on évoque électrique avec Pauline, pas loin, il y a l'autonomie Oui. qui arrive. C'est la question qui arrive après. Est-ce que vous imaginez aussi avoir des fonctions d'autonomie sur ces camions? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez projeter, pas tout de suite, mais peut-être dans quelques années? Notre ambition, c'est d'arriver sur le marché le plus tôt possible. Et ce terme justement d'autonomie, ça requiert beaucoup de tests, beaucoup d'accréditations, ça prend du temps. Donc aujourd'hui, on a le niveau d'autonomie qui est il me semble que c'est le numéro 2 ou numéro 3, il faudrait que je le valide. Mais c'est le plus standard. Voilà. Oui, c'est le plus standard et ce qui nous permet d'arriver sur le marché dès que possible. Donc on a un lancement prévu l'année prochaine et on veut rester sur ce timing le plus possible. D'accord, mais est-ce que vous imaginez demain avoir des camions 100% autonomes, par exemple, avec des opérateurs qui pourraient les surveiller à distance? C'est un sujet qu'on évoque souvent avec qui, du Pauline, coup, par pourraient exemple. rouler pratiquement 24 heures sur 24 en s'arrêtant que pour une charge rapide. C'est intéressant. Nous, on a vraiment une approche aussi sociale, justement, pour répondre à la pénurie des chauffeurs et des chauffeuses poids lourds en France et partout sur tous les marchés. En France, c'est 45 000 chauffeurs qui manquent. Plutôt que de les sortir de l'équation, on veut leur apporter une expérience de conduite et un environnement de travail plus safe et plus valorisant. Plutôt, justement, c'est un petit peu l'orientation. Et vous êtes disponible aujourd'hui dans quel pays? Aujourd'hui, on a des précommandes qui sont en France et au Royaume-Uni. En toute transparence, le vivier le plus important, c'est Paris, avec en anticipation de 2024. 2024, oui, la fin de... qui est vraiment une deadline assez agressive. On a Londres aussi. Et ensuite, on a ouvert récemment des entités en Espagne, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Ouais. Et on voit que, par exemple, en Angleterre, c'est compliqué. Le Brexit, il y a quasi plus de chauffeurs. Donc, c'est une pénurie de chauffeurs européennes, en fait, finalement. Tout à fait. D'ici là, peut-être que votre système sera lancé et que tout sera réglé, mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. C'est 100 000 chauffeurs qui manquent au Royaume-Uni, beaucoup de pénuries. Enfin, au niveau approvisionnement, c'est très compliqué. J'y vis, donc je peux témoigner. C'est très tendu dans le secteur du transport. Eh bien voilà, on en sait plus sur Volta Trucks et peut-être que dans quelques mois, on verra circuler vos beaux camions dans Paris. En tout à cas, votre avis, c'est quand les premiers essais, en tout cas grandeur nature Alors on lance les premiers essais l'année prochaine, en mai, avec des clients tels que Petit Forestier, DB Schenker. Donc vous allez les voir tourner dans Paris avec de jolies couleurs. Donc mai, et ensuite on a la première ligne de production qui arrive en septembre. Parfait, merci beaucoup Carla. Carla Detrieux, donc de Volta Trucks, Pauline. Et on passe maintenant du coup à l'essai de la semaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. C'est une marque toute jeune que l'on découvre aujourd'hui près de Barcelone, en Catalogne, sur ses terres. Cette marque, elle ne vous dit sans doute rien encore. Il s'agit de Cupra avec cet étrange logo tribal. Je dois quand même vous dire quelque chose parce qu'en fait, Cupra, c'était le nom de la grille sportive chez Seat. Mais depuis 2018, c'est une marque à part entière. Donc au programme, toujours des modèles survitaminés de chez Seat, donc la marque sœur. Donc on a notamment la Cupra Leon qui remplace finalement l'ancienne Seat Leon Cupra. Et cette année, donc la première voiture 100% électrique de Cupra, la Born. Donc ce nom Born, même s'il s'applique à une voiture électrique, qui fait bien sûr par référence à l'équipement dont elle va avoir besoin pour se charger, mais ça s'écrit B-O-R-N, donc comme le quartier de Barcelone, El Born. Donc tout ça pour envoyer bien sûr à ses origines catalanes. Comme Seat, Cupra, elle fait partie du groupe Volkswagen, et donc cette Born, c'est tout simplement la cousine technique de la Volkswagen ID.3. Elle va toutefois essayer de s'en démarquer nettement. Ça commence par son design extérieur avec de nombreux attributs sportifs. On a notamment une face avant assez agressive qui met bien en valeur le logo Cupra avec cette couleur cuivre. On a de nombreux détails autour du véhicule qui reprennent aussi cette couleur. Et enfin, un gros diffuseur à l'arrière pour bien incarner cette sportivité. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de cette Cupra Born et finalement cet intérieur il reflète vraiment ce que la marque elle veut faire ressentir à ses clients. On est ici sur un modèle 100% électrique avec l'utilisation de matériaux recyclés et donc c'est comme ça que Cupra veut montrer qu'on peut faire rimer sportivité avec respect de l'environnement. Sinon on retrouve finalement les ingrédients assez classiques aujourd'hui avec un écran décompteur juste derrière le volant, l'écran tactile au centre, donc ici il fait 12 pouces, c'est une taille assez conséquente, il est bien sûr compatible Apple CarPlay et Android Auto. On a également une grande console centrale avec pas mal d'espace de rangement. On va voir tout de suite sur la route ce que ça donne. Donc pour notre modèle d'essai, on a choisi la version équipée de la plus grosse batterie, donc
77 kWh. Concrètement, ça offre 540 km d'autonomie annoncée. Donc bien sûr, sur autoroute, il faudra compter beaucoup moins, mais on peut quand même imaginer partir en vacances avec cette Cupra Born. Avantage aussi de cette batterie 77 kWh, c'est qu'elle accepte une puissance de recharge de 170 kW et c'est bien plus que les autres versions qui sont limitées à 120 kW. On a deux autres tailles de batteries qui sont proposées, 58 kWh et 45. Il y a aussi des différents niveaux de puissance. Nous, avec la grande batterie, on a le droit à 230 chevaux, donc notamment avec un e-boost. Alors l'e-boost, à quoi ça consiste ? Finalement, ça va rajouter un peu de puissance par rapport à la version juste en dessous, donc là 204 chevaux. En appuyant sur le bouton Cupra au niveau du volant, finalement je vais avoir toute cette puissance disponible immédiatement. L'autre particularité de notre modèle équipé de la grosse batterie, donc 77 kWh, c'est qu'on perd finalement une place à l'arrière, la place centrale. On a donc une voiture 4 places au lieu de 5 pour les autres versions. En fait, on perd une place pour gagner un peu d'autonomie. Cupra tient également à mettre en avant la technologie à bord de ces véhicules. On a par exemple un régulateur de vitesse adaptatif qui est associé au suivi des lignes de la route, donc un vrai assistant de conduite perfectionné. Et on a également l'affichage tête haute directement dans le pare-brise, avec même chose pour la navigation, de l'affichage directement de la direction à suivre en réalité augmentée. Et ça, c'est très moderne, très pratique au quotidien pour ses déplacements. Pour notre version équipée de la grande batterie 77 kWh, on ne connaît pas encore son tarif. Il sera révélé au moment de l'ouverture des commandes fin novembre. On peut toutefois parier sur un tarif proche des 43 000 €. En effet, c'est le tarif de son équivalent sur l'ID3, la version ID3 Pro S avec cette même batterie. À noter que le bonus écologique, il sera encore rabaissé l'an prochain à 5 000 €. Mais donc, on pourra toutefois compter sur cette version ultime de la Cupra Born à moins de 40 000 €. Voilà, avec de très belles images. C'était Julien Bonnet donc pour l'essai de cette semaine, la Cupra Born. Et pour terminer ce En route pour demain, notre rendez-vous en partenariat avec le CNPA. BFM Business, En route pour demain, l'avis de l'expert. Et j'accueille avec plaisir Xavier Oran. Bonjour Xavier. Bonjour François. Vous êtes le délégué général du CNPA et vous êtes administrateur au sein de l'AVER et vous êtes aussi cofondateur du MoveLab, des noms que vous devez connaître, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. C'est vrai que là, on va parler électromobilité parce qu'il y a un sujet qui est très intéressant, c'est de voir en fait la mutation de toute une industrie de l'automobile qui aujourd'hui, grâce à la mobilité, grâce à l'électrique, etc., est obligée en fait d'évoluer. Vous avez évidemment vu votre métier, analysé tout cela. Comment imaginez-vous justement cette évolution pour toute cette industrie et surtout tous les métiers qui travaillent aujourd'hui dans l'automobile ? C'est une vaste question, François. Je vais essayer d'y répondre en quelques minutes. Il nous faudrait probablement... il y a eu de très longs rapports sur le sujet, de prospectives extraordinairement intéressants. En fait, ce qui se passe, pour être direct dans notre filière automobile, c'est une révolution. Ni plus ni moins. C'est une révolution d'ampleur historique sur un bout de France, qu'est l'automobile, qui fait partie de notre histoire. C'est une empreinte culturelle, historique, technologique, économique et sociale extraordinairement forte en France et ailleurs, puisque nous avons co-inventé l'automobile. Mais il ne s'agit ni plus ni moins de passer d'une culture moteur à une culture de service et de passer d'un pays constructeur à un pays toujours constructeur. C'est extraordinairement important pour l'avenir du pays, à tout point de vue, à une nation qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique qui est celle des mobilités. Et donc cet actif stratégique absolument essentiel, qui est l'automobile, parce que je vous rappelle qu'elle fait travailler un Français sur 10 dans notre pays, en fait on est face à une vague de défis. Et le défi écologique est l'un d'entre eux, si ce n'est le premier, puisque nous sommes déterminés par les accords de Paris, et nous sommes dans le cadre d'un agenda extraordinairement pressant, en réalité, qui nous a été dicté par la Commission européenne. Donc c'est toute une filière, c'est tout un écosystème qui est aujourd'hui en mouvement et qui doit réussir une révolution absolument fondamentale en moins de 10 ans. Est-ce que vous êtes prêts justement à ces échéances qui sont très courtes finalement ? Les échéances sont effectivement très courtes parce que nous agissons sur un marché qui est bien sûr mondialisé. C'est un marché qui est bien sûr ultra concurrentiel et dont les centres de gravité ont basculé en définitive. Ils ont basculé aujourd'hui plutôt vers l'Asie, mais ils ont aussi basculé vers les batteries, les services, les algorithmes, avec un retour en plus sur le local. Donc il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est une combinaison de facteurs de transformation qui est face à nous.
Donc effectivement, en termes d'agenda, c'est moins de 10 ans pour réussir. En réalité, les points de bascule vont être atteints dans les 3 à 4 ans qui viennent. Et c'est tout un bloc, en réalité, à la fois industriel, mais aussi commercial, avec tout cet écosystème de distribution et de réparation qui représente en France 500 000 personnes, oui, parce que qu'il souvent, faut synchroniser. Souvent, on parle de l'industrie automobile. C'est sûr qu'il y a les constructeurs d'auto, mais il y a aussi tout le reste. Et tout le reste, c'est des milliers ou des dizaines de milliers d'emplois, vous le disiez à l'instant. Absolument, François. Quand on parle d'automobile, de manière générale, on raisonne immédiatement industrie. Et il est vrai, et la Covid l'a cruellement rappelé, puis la crise des semi-conducteurs, encore plus, hélas, ces questions de souveraineté sont au cœur des questions industrielles pour le pays et pour l'Europe. Mais au-delà de l'industrie automobile, des constructeurs et des équipementiers, il y a effectivement un écosystème dont on parle moins, et cet écosystème est extraordinairement implanté dans notre pays, dans tous nos territoires. Ce sont 500 000 actifs, ce sont 160 000 entreprises qui vont de la start-up aujourd'hui que le CNPA représente, jusqu'à l'ETI qui peut faire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est cet ensemble-là très hétérogène qu'il faut chercher à synchroniser pour l'aligner dans sa stratégie avec les bouleversements extrêmement intenses que l'on peut observer au niveau de l'industrie automobile. Voilà, un sujet passionnant qu'on aura l'occasion évidemment de réouvrir. On pourra en parler, c'est vrai, vous le disiez, pendant de longues minutes. Merci beaucoup Xavier Oran. Rappelons que vous êtes le délégué général du CNPA et c'est avec ce rendez-vous en partenariat avec le CNPA que se termine En route pour demain. On sera de retour, bien sûr, la semaine prochaine à la fois sur BFM Business et 01 TV. Portez-vous bien et à très vite. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.